So good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Organising and Scientific Committees, I would like to extend a very warm welcome to you all to the 4th World Congress on Agroforestry. It's the first time the World Congress on Agroforestry has been held in Europe, and the previous one was held in New Delhi in 2014. So my name is Karen Coleman. I am a journalist and a broadcaster from Ireland, and it's my pleasure to be the moderator of this event. I moderate a lot of conferences, and many have touched on these kinds of themes. So I'm really looking forward to moderating this event over the next couple of days. And welcome to this beautiful French city of Montpellier. The sun, I think, has come out for us today, and I think the forecast is supposed to be good for the next couple of days. So a couple of issues on housekeeping, first of all, before we begin formal proceedings. So, of course, you're very welcome to use your mobiles, because we would like you to tweet if you would like during the event, but please switch them to silent now if you could. And for those who do want to tweet, the hashtag for this event is Agroforestry 2019. You will also have details about the Wi-Fi on some of the drop posters as well. The event today is being interpreted in both French and English, so you will already, no doubt, have received your headsets already. So for French, it's channel number 1, and if you want to receive English interpretation, it's channel number 2. There are about 1,200 people attending this event from over 70 countries, so it's really, really significant. And over the next 3 days, here at the Coram Conference Centre, you're going to hear about the most recent national and international developments in agroforestry. You'll get insights into the successes and the failures of agroforestry research, as well as the innovations that are taking place for research in the future. You'll also get the opportunity to discuss and exchange views and find out what's happening in areas of relevance to your own field of research. And you're going to hear from world-class keynote speakers on major world challenges such as climate change, food security, and the Sustainable Development Goals, and all under the agroforestry lens. So now, to put things in context, let's go to the following video, which is from ACR, the Australian Centre for International Agricultural Research, an organisation no doubt you know very well. So let's play that first video. Our Earth is finite. It is all we have. It provides us with everything we need to bring life: soil, water, air. The health and harmony of these elements is integral to the health and prosperity of us all. As these elements thrive, so do people and their livelihoods around the world. Trees are vital to the planet's biosphere and are integral to its sustainability. Without trees, all life could not exist on Earth. They absorb carbon dioxide and exhale the oxygen we breathe, connecting and purifying our ecosystems. Trees help bind the soil and catch the rain. They provide food and habitat for all living beings. We plant and harvest them. We marvel at their size and beauty. Many benefits can be gained by integrating trees into our diverse agricultural systems across the world. We can see the health and nutrition benefits from the food trees produce. We experience the economic benefits that help reduce poverty and improve food security in developing countries. Agroforestry increases capacity and creates inclusive value chains that open up new and diverse markets. Agroforestry has enormous potential to improve economic and social outcomes for millions of people around the world through poverty eradication, food security, and environmental sustainability. Precious natural resources can be conserved, allowing biodiversity to flourish, while mitigating climate change and restoring balance to our seasons. Our success can be measured against the United Nations Sustainable Development Goals and through scientific, economic, and social research. Together, we can bridge the gap between science and the development of innovative policies.
Knowledge is key for driving this positive change. What we do today will shape how we live tomorrow. Everyone in this room can contribute towards achieving a better and more sustainable future for all. Collaborate, learn, innovate, forge new partnerships, and spread the word. The future starts here. Welcome to the 4th World Congress on Agroforestry. This is your chance to make a difference. Very good, and I think some very fitting calls to action there in that ACR video. So it's going to be a very busy few days. As you can see from your programme, there will be a mix of plenary and parallel sessions taking place here at the centre. They will cover a wide range of topics, from climate change, biodiversity and agroecology to land degradation and finance. And today's agenda is going to take place in this beautiful room, and we're going to have a mix of plenary and roundtable sessions. Different people will chair those sessions, and we plan on taking your questions as well, time permitting, during those sessions. Tomorrow we're going to have a packed day of parallel sessions, and then on Wednesday there's going to be a mix again of plenary and parallel sessions. Now, there is a really useful app on the Agroforestry website, which I'd like to draw your attention to. If you go onto the Agroforestry 2019 website, you will get instructions on how to download it onto your mobile app. Many of you may already have done it. I downloaded it myself yesterday. It's really useful. It's got loads of details about the programme, the social events, the networking events. So please do, if you can, download it. You get it downloaded within a matter of minutes. Also on the Agroforestry website is a very useful tool for journalists, and welcome to all of you fellow journalists in the room. So please go on there and you'll get some very useful information as well. And of course, it's very appropriate that all of these events are taking place in this beautiful city of Montpellier, which is home to one of the oldest French universities. And to find out more now about what's going on here in terms of the theme of this event, we're going to play this short video. Montpellier Méditerranée Métropole is delighted to host the 4th World Congress on Agroforestry. To build and renovate sustainable housing, to promote local production and consumption, to favour clean mobility solutions and a quality lifestyle, to protect natural resources and land, to produce green energy, to invent tomorrow's solutions today. With a new climate, air and energy plan, a veritable roadmap for climate change mitigation and adaptation, Montpellier Méditerranée Métropole is boosting ecological transition on its territory. Local authorities, businesses, NGOs, users, citizens, we must act now in order to pass on to future generations a metropolitan area which is welcoming, sustainable and eco-friendly. Very good. So, some of the work that's going on here in Montpellier. Well, now it's time to begin, and I'd like to welcome our speakers taking part in this first plenary session to please join me on stage and to take your seats along just in front of your names. So, my pleasure now to invite Mylène Fourcade, the Vice President of Montpellier Méditerranée Métropole, correspondent from Agroecology and Food, and representing Philippe Sorel, the Mayor of Montpellier and President of Montpellier Méditerranée Métropole. Please come and join me on stage. Also, my next guest is Vincent Labatte, Vice President in charge of Agriculture of the Occitanie region in France, and representing Carol Delga, President of the Occitanie region. Our next speaker is Philippe Auger, President of the University of Montpellier. And next, Michel Eddy, President and Managing Director of CIRAD, of course an organisation you know well, the French Agricultural Research Centre for International Development.
Our next guest is Philippe Morgan, the President and Managing Director of the INRA, the French National Institute for Agricultural Research. Also joining us, Maria Helena Semedo, the Deputy Director General of the Food and Agricultural Organization, the FAO. Our next guest is Rosalie Matondo, the Minister of Forest Economics in the Republic of Congo. In a change to the agenda, unfortunately, His Excellency Dr. Iyasu Abraha Ali, the State Minister of Agriculture and Natural Resources of Ethiopia, could not join us, but in his place I'm pleased to invite Peter Menang from the International Centre for World Agroforestry. And our next guest is Christian Duprat, the INRA Chair of the 4th World Agroforestry Congress Scientific Committee. And finally, our final guest, Virendra Pal Singh, the Chair of the 3rd World Agroforestry Congress, which took place in New Delhi in India in 2014. You're all very welcome. And do we have everybody seated? Vincent, where is? Aha, okay. So, ladies and gentlemen, you're all very welcome. I hope you're very comfortable in your seats. If you need translation for any of the French, then you have your interpretation sets there, and also for the English. So, I think, are we all seated? If we've anybody else, they will be joining us. So you're all very welcome. And if I can go to our first speaker, Milan Fourcade, the Vice President of Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour. Madame la ministre de l'économie forestière de la République du Congo, Monsieur le vice-président en charge de l'agriculture à la région Occitanie, Madame la directrice générale de la FAO, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, au nom de Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole que je représente aujourd'hui, je vous exprime ma fierté que la France et la ville de Montpellier accueillent ce 4e congrès mondial de l'agroforesterie après Nairobi, Miami et New Delhi. Merci au CIRAD et à l'INRA, les principaux organisateurs de ce congrès, mais aussi Agropolis International et Montpellier Université d'Excellence, dont je remercie les représentants ici sur scène. L'année 2019 est l'année phare de la transition à Montpellier, avec en février les premières assises de la transition agroécologique et de l'alimentation durable qui se sont déroulées ici même au Quorum et qui ont été un vrai succès. En juillet se tiendra la 12e conférence européenne sur l'agriculture de précision. Et en octobre, le 5e sommet des 180 villes du monde signataires du Pacte de Milan, et on vous y attend nombreux. Des événements locaux, nationaux et internationaux avec des enjeux communs, celui de la protection de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et la mise en place de systèmes alimentaires plus durables. Ce congrès, qui réunit aujourd'hui plus de 1200 scientifiques et experts du monde entier, va, je l'espère, montrer que l'agroforesterie, c'est l'agriculture du futur, alors qu'on a longtemps pensé le contraire. L'objectif n'est-il pas de reproduire ce que fait la forêt aux espaces agricoles? Car les arbres assurent non seulement une protection climatique, mais également un intérêt nourricier, économique et restaurent la biodiversité. Pourtant, les systèmes agroforestiers ont encore beaucoup de freins et de verrous à lever, car l'implantation de tels systèmes est lente. On compte en effet en France encore trop peu d'hectares exploités en agroforesterie, parce qu'il existe toujours un profond clivage de mentalité entre agriculteurs et forestiers, amplifié par l'intensification de l'agriculture
et sa mécanisation. Les performances actuelles sont encore en deçà des attentes de la profession agricole, retardant donc leur acceptabilité et leur mise en œuvre. En effet, la décision de planter des arbres concerne le long terme, qui demande de prévoir l'évolution du système de production, de prendre en compte les effets du changement climatique, les éléments structurels de l'exploitation et requiert un statut foncier qui doit être stable. Depuis plus de 20 ans, la métropole de Montpellier a fait l'expérimentation de l'agroforesterie avec le domaine de Restinclières à Prades-le-Lez, où des expériences sont en cours sur 50 hectares, et je remercie les chercheurs pour le travail effectué là-bas, car en associant arbres et cultures agricoles, l'agroforesterie occupe une place centrale de la transition agroécologique, et c'est ce qu'on essaie de faire à Prades-le-Lez. Notre époque est celle des grandes mutations que nous devons conduire pour préserver l'environnement et le climat, et nous devons les conduire ensemble, élus, chercheurs et agriculteurs. Sur la métropole de Montpellier, Philippe Sorel, notre président, maire de Montpellier, ne voit pas cette transition écologique comme une contrainte, mais bien comme une formidable opportunité, car elle nous a obligés à penser en transversalité et de façon systémique, à la fois sur le photovoltaïque, le végétal, l'alimentation, la préservation des terres, les mobilités douces et l'économie circulaire. Nous avons chaque année sur la métropole 8000 nouveaux arrivants. Et pour les loger, on construit la ville sur la ville pour préserver les espaces agricoles. C'est pourquoi, dans notre futur document d'urbanisme bientôt approuvé, le schéma de cohérence territoriale, les 2/3 du territoire de la métropole sont en espace agro-naturel, inconstructibles pour les 20 prochaines années. La moitié du budget de la métropole pour 2019 est consacrée à l'environnement, c'est-à-dire 423 millions d'euros. C'est le plan climat, le nouveau plan climat qui va être adopté avant la fin de l'année. Je salue le travail de ma collègue vice-présidente Stéphanie Janin. C'est la ligne 5 de tramway, dont les travaux aussi vont démarrer. C'est le projet d'une zone à faible émission dans le centre-ville. C'est l'extension de la centrale de tri d'Émetteur, les aménagements vélos, la rénovation thermique des bâtiments et l'agroécologie. Nous sommes en effet la première métropole de France à avoir défini une politique publique de la transition agroécologique et de l'alimentation autour de 5 finalités. La première, offrir une alimentation saine, locale, de qualité, avec des produits de saison aux habitants de la métropole et au-delà. Le deuxième objectif, c'est soutenir l'économie, l'emploi agricole et agroalimentaire. C'est ensuite préserver le patrimoine paysager et nos ressources naturelles, particulièrement l'eau. Limiter les gaz à effet de serre et pour cela s'adapter au changement climatique. Et enfin, favoriser la cohésion sociale en soignant le lien ville-campagne. C'est la convergence d'actions individuelles et collectives pour cette politique avec nos partenaires institutionnels, associatifs et la recherche qui a permis de créer Bocal comme bon et local. C'est une plateforme collaborative, un guide papier qui recense plus de 280 points de vente. Nous avons ensemble écrit la charte pour la transition agroécologique et de l'alimentation durable. Instaurer aussi ensemble le mois de la transition agroécologique et alimentaire qui a lieu chaque année au mois de septembre. On a commencé avec 15 événements et l'année dernière, il y en avait plus de 60. C'est également à Montpellier 1000 arbres qui sont plantés chaque année. C'est également la mise en place du permis de végétaliser et plus de 200 jardins partagés et familiaux répartis sur Montpellier. Je ne compte pas les nombreux jardins familiaux également sur l'ensemble des 31 communes. Merci à M. Henri de Verbizier, mon collègue élu à la ville de Montpellier, pour le travail effectué. Car l'agroécologie, c'est aussi un état d'esprit, celui de faire ensemble. Et cette politique, nous l'avons voulu, multipartenariale et interterritoriale, avec le Pic Saint-Loup, avec la vallée de l'Hérault, avec le Pays de l'Or.
La métropole de Montpellier est là pour favoriser le dialogue entre les acteurs. Nous sommes là pour avancer en expérimentant et en se servant des expériences de chacun. La métropole a des relations étroites depuis toujours avec la recherche et nous avons la chance d'avoir une communauté scientifique de niveau mondial avec 2800 chercheurs, 15 organismes de recherche internationaux et nous attendons beaucoup de la recherche, de vous, de ce congrès et des rencontres multiples pour continuer à développer cette politique publique pour accélérer la transition et mieux convaincre nos agriculteurs. La coopération européenne et internationale est absolument indispensable. Nous avons des accords sur les 4 continents, Rio de Janeiro, Chengdu, Barcelone, Palermo, et nous sommes partenaires du projet Let's Food Cities avec la ville de Fès au Maroc. Montpellier a été choisi comme seule ville en France d'un des 3 laboratoires urbains choisis par IPES Food, qui est un panel d'experts internationaux sur l'alimentation durable, présidé par M. Olivier de Sculpter, qui vient souvent intervenir ici à Montpellier et que nous apprécions beaucoup. Pour terminer, il ne faut pas oublier, comme l'a dit Marguerite Yourcenar, que chaque homme, pour vivre humainement, ait l'air nécessaire, une surface viable, une éducation, un certain sens de son utilité. La planète doit revenir notre terre et nulle fin du monde ne nous menace si ensemble nous essayons de nourrir bientôt 10 milliards de personnes. Car seul le progrès partagé, la coopération et un aménagement de nos territoires qui prennent en compte les spécificités locales permettront de faire de la transition écologique un outil d'émancipation. Un peu d'humour enfin, pour mettre aussi en lumière les contradictions qui peuvent nous animer, en vous disant que l'homme est la seule créature qui va couper des arbres, en faire du papier et écrire « Sauver les arbres » dessus. Merci à tous pour vos engagements dans vos différentes fonctions. Je vous souhaite un congrès riche en débats, échanges et visites. Merci pour votre attention. Merci. Merci, Madame Foucault. Well, of course, Montpellier is one of the main cities in the region known as Occitanie. And to find out more now about the region, we have a short video for you.
So very good. A flavour there of some of the wonderful offerings in this beautiful region of Occitanie. Well, now it's my pleasure to invite our next guest, Philippe Auger, the President of the University of Montpellier. Madame la Ministre, Madame la Directrice générale adjointe de la FAO, Monsieur le Président directeur général de l'INRA, Monsieur le Président directeur général du CIRAD, Monsieur le Directeur général de l'ICARF, Monsieur le Président de Agropolis International, Madame la Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, chers amis, Mesdames et Messieurs, pris en vos titres, fonctions et qualités, Mesdames et Messieurs les chercheurs et chercheuses, c'est avec beaucoup de plaisir que je dis quelques mots aujourd'hui pour vous accueillir donc au nom de l'Université de Montpellier, dans un moment singulier puisque nous sommes à l'aune de l'émergence des préoccupations environnementales et également de l'avènement des objectifs de développement durable. Et donc vous êtes venus ici, vous êtes venus à Montpellier pour réinventer et promouvoir le rôle de l'arbre dans la parcelle cultivée. Vous savez tous mieux que moi que cet objectif peut paraître étrange à l'échelle de l'histoire. Vous savez également tous mieux que moi que l'éviction de l'arbre est un phénomène récent qui a accompagné la profonde transformation de l'agriculture au XXe siècle. Nous avons cru alors qu'en spécialisant et en artificialisant, nous pourrions nous abstraire des caprices de la nature et être, selon le vocable concerné, être plus efficient. Nous en revenons et l'intérêt grandissant pour l'agroécologie en témoigne et nous conduit aujourd'hui à explorer de nouvelles voies. Explorer de nouvelles voies sans pour autant tomber dans le piège d'un retour systématique vers le passé. Et si vous avez choisi Montpellier, eh bien, je pense qu'il y a une logique. Ce n'est pas simplement le climat. Ce n'est pas simplement la qualité de vie à Montpellier ou dans cette région Occitanie, mais c'est parce qu'il y a une communauté scientifique singulière sur Montpellier. Une communauté scientifique avec la présence de l'ensemble donc des organismes nationaux qui travaillent sur cette thématique. Et puis il y a aussi sur Montpellier une université qui s'est elle-même réinventée. Une université vieille de plus de 800 ans et cette université, eh bien, elle a émergé à nouveau ces dernières années en fusionnant deux structures pour donner place à la plus grande des universités de notre région Occitanie, pour donner place à une université qui est visible et présente dans les classements internationaux, présente dans le top 300 de Shanghai, mais également présente dans un certain nombre de classements thématiques. Et c'est la seule université française qui occupe aujourd'hui la première place d'un des classements thématiques de Shanghai, c'est le classement thématique donc écologie. Cette université de Montpellier, elle est porteuse aujourd'hui de ce qu'on appelle l'initiative d'excellence, un e-site financé donc par l'État, autour d'un label Montpellier Université Excellence, mais autour de ce qui a fait sa force et sa visibilité en termes de formation et de recherche. Elle est porteuse de ce projet avec 19 partenaires, dont les organismes qui sont présents aujourd'hui, autour de 3 enjeux, 3 défis sociétaux: nourrir, soigner, protéger. Nourrir, soigner, protéger, finalement, si on regarde ces 3 éléments, ces 3 verbes qui sont aussi des verbes d'action, on retrouve pleinement donc l'impact de vos recherches aujourd'hui ou la place de vos recherches au cœur de ces objectifs. Donc sans être plus long, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans cette magnifique ville universitaire de premier plan, et de par vos recherches durant ces quelques jours, vous contribuerez à asseoir la visibilité de Montpellier, la visibilité également de son université, pour des questions qui sont des questions certes scientifiques, mais des enjeux sociétaux auxquels les contribuables et les citoyens attendent beaucoup. Je vous remercie. Thank you very much. And I've been reading about your university, and it's doing some very interesting work in this whole region. Now, our next 2 speakers represent 2 organizations, of course, that have been very key in the development of agroforestry. My pleasure now to introduce Michel Eddy, the President and Managing Director of CIRAD, the French
Agricultural Research Centre for International Development. Madame la ministre, Madame la directrice générale de la FAO, Mesdames et Messieurs et chers collègues, je suis très heureux au nom du CIRAD de saluer ici tous les participants à ce 4e congrès mondial de l'agroforesterie, avec nos collègues évidemment de l'INRA qui vont s'exprimer, mais aussi le directeur général de l'ICRAF, Tony Simon, qui est ici présent dans la salle, et puis Philippe Auger, le président de l'université, qui vient de s'exprimer en montrant combien ici une communauté scientifique organisée et structurée autour de l'université tient une place importante. Et c'est vraiment un honneur, je crois, pour la science française que d'avoir été choisi pour accueillir ce 4e congrès mondial de l'agroforesterie, après avoir été accueilli effectivement en Inde, au Kenya et aux États-Unis. Et donc toutes les institutions ici présentes, et la première d'entre elles, la FAO, donc l'organisation onusienne en charge de l'agriculture, et surtout tous nos partenaires des pays du Sud, au nom du CIRAD, évidemment, je suis particulièrement heureux de les saluer parce que ce sont effectivement des acteurs de la science internationale qui travaillent sur toutes ces questions et avec lesquels le CIRAD entretient des coopérations fortes, mais aussi les pays du Sud, mais aussi les pays du Nord. Et je veux saluer ici la présence aussi d'une délégation de l'Université des États-Unis de Davis, qui est un partenaire fort et ancien du CIRAD et d'autres organisations avec lesquelles nous travaillons et nous coopérons. Je voulais aussi, en un mot, excuser le ministre de l'Agriculture français qui devait être présent parmi nous aujourd'hui et qui finalement n'a pas pu participer à ce lancement de ce 4e congrès. Il le regrette profondément. Les raisons en sont liées en vérité à la campagne électorale que nous connaissons actuellement pour les élections européennes. Vous le savez, nous devons voter et nous votons la semaine prochaine, le week-end prochain, et j'espère que beaucoup de nos concitoyens participeront activement à cette élection. Alors, avec Montpellier, en un mot ici, en accueillant ce 4e congrès mondial de l'agroforesterie autour de l'université et de notre initiative commune MUSE que Philippe Auger a présentée, je voulais simplement dire qu'effectivement, nous sommes ici dans une plateforme de recherche, de formation, d'innovation et de développement qui est vraiment tournée vers la coopération internationale. Beaucoup d'autres endroits en Europe concentrent aussi des forces scientifiques importantes sur cette thématique de l'agroécologie et de l'agroforesterie, Montpellier en particulier. Mais ce qui est la caractéristique de ce site, et évidemment que le CIRAD et l'IRD aussi avec nous ici sur le site portent de manière active, c'est d'être tourné vers cette coopération en direction des pays de la Méditerranée et des pays du Sud, qui fait de Montpellier une ville qui est une ville et une région frontières, barrières, passages, lieux de passage et de médiation et de relations entre le nord et le sud de la planète sur des questions qui nous concernent tous. Et puis Montpellier, c'est aussi l'université, le site sur lequel l'agroforesterie en France est née, avec le professeur Francis Allais qui, je sais, hier a été accueilli dans un événement scientifique. Et cette question de l'agroforesterie est évidemment aussi au cœur du mandat du CIRAD, qui travaille sur cette question depuis de longues années, depuis le début des années 80, en particulier avec nos amis et nos collègues de l'ICRAF. On a très tôt développé des coopérations sur cette question. Et évidemment, c'est un sujet qui, pour un organisme de recherche comme le CIRAD, qui est un organisme, vous le savez, de recherche agricole, environnementale et alimentaire, qui travaille en coopération avec les pays du Sud, l'agroforesterie est évidemment une des options les plus prometteuses au cœur de la démarche de l'agroécologie qui doit être construite comme la réponse au changement climatique, à la question de la fertilité des sols et à la question du stockage du carbone dans les sols, de la conservation de la biodiversité et pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Tous ces sujets-là vont être abordés, j'en suis sûr, pendant les 3 jours de colloque et nous aurons l'occasion d'en reparler tous ensemble. Alors, l'agroforesterie, c'est évidemment l'arbre d'abord, mais l'arbre au milieu et au cœur des systèmes agricoles et des systèmes d'élevage. J'y tiens parce que c'est aussi une association large qui nous permet d'imaginer aujourd'hui des systèmes associant plusieurs plantes de manière à concevoir de nouveaux dispositifs agricoles susceptibles de répondre à plusieurs grands enjeux. Nous, le CIRAD, nous travaillons sur ces questions-là, comme je le disais, depuis longtemps, et autour d'une association qui tourne autour du café, d'abord, du cacao, du palmier à huile, de l'EVA, mais aussi des systèmes sahéliens, et je pense en particulier à cette barrière, la muraille verte qui se construit dans le Sahel pour empêcher l'arrivée du désert. Et dans tous ces systèmes, l'arbre, évidemment, il tient une place centrale et essentielle.
Donc après les USA, le Kenya et l'Inde, Montpellier est là pour permettre à tous les scientifiques du monde entier qui travaillent sur ces questions de contribuer ici et partout comme dans le monde, de relever les grands défis auxquels nous sommes aujourd'hui tous confrontés. Et je voudrais juste conclure sur cette conviction profonde, mais que je suis sûr que vous partagez, c'est que la période est une période pleine de tensions, mais aussi de promesses, et que face à ces tensions et à ces promesses, la communauté scientifique, la nôtre, celle qui travaille sur toutes ces questions et qui travaille en coopération et solidairement avec tous les pays du monde, cette communauté a des responsabilités fortes et importantes. Et le fait que nous nous retrouvions aujourd'hui tous ici pendant 3 jours pour débattre de cela, ça n'est pas simplement la science qui se regarde et qui parle pour elle-même, c'est la science comme acteur social et politique qui contribue là où elle doit l'être, avec responsabilité, à inventer le monde nouveau dont tous nos concitoyens, ici en France, en Europe et partout dans le monde, avons cruellement, nécessairement et fondamentalement besoin. Merci. Merci. Merci, Monsieur Eddy. And now my pleasure it is to introduce Philippe Morgan, the President Managing Director of INRA, the French National Institute for Agricultural Research. Thank you. Madame la ministre, Madame la directrice générale de la FAO, Madame la représentante du maire, Mesdames et Messieurs les présidents, les directeurs, chers collègues, je suis à mon tour très heureux, de façon brève, de dire quelques mots pour l'ouverture de ce congrès. C'est la première fois que l'Europe accueille le congrès mondial de l'agroforesterie et on est tous heureux que Montpellier et la France aient été choisis. La France et l'INRA en particulier, aux côtés des collègues du CIRAD, a fixé une priorité depuis quelques années sur la transition agroécologique. Et l'un des points clés de la réussite de cette transition agroécologique, c'est l'implication des chercheurs et l'implication à l'interaction entre la recherche scientifique et les acteurs, les stakeholders, que ce soit évidemment les agriculteurs, mais l'ensemble des parties prenantes. Et ce qui se passe pendant ce congrès, je pense, va nous permettre d'avancer ensemble au service de cette transition agroécologique. La transition agroécologique est pour notre pays et pour notre recherche peut-être la seule façon de réussir à combiner la performance économique, sociale et environnementale de l'agriculture et de faire face aux défis énormes du changement climatique, de la biodiversité, aux défis démographiques. Alors l'agroforesterie, qui n'a pas été forcément dans nos débats nationaux en France, mis tout de suite au premier plan. Il y a eu longtemps aussi des tensions dans la profession agricole entre l'arbre qui était vécu comme un concurrent des cultures, alors même que c'est une formidable ressource. L'agroforesterie est en train de monter en puissance dans les débats en France, en Europe et je pense dans le monde. Et progressivement, on redécouvre toutes les vertus de l'arbre et de l'agroforesterie. Le stockage du carbone, dans le bois bien sûr, mais aussi dans les sols, un des enjeux du programme mondial 4 pour 1000 que l'INRA, le CIRAD, l'IRD ont contribué à mettre en place. Donc le changement climatique, premier enjeu de ce développement de l'agroforesterie, mais aussi, au-delà du climat, la biodiversité. On a accueilli la France, la dernière session internationale de l'IPBES, et on a pu constater, l'ensemble des scientifiques ont sonné un cri d'alarme sur l'érosion massive de la biodiversité. L'agroforesterie est un des leviers qui peut nous permettre de résister et de reconquérir la biodiversité, y compris dans les milieux anthropiques. Les effets sur la qualité des sols, les effets sur l'eau vont être discutés pendant ce congrès. La réduction des produits phytosanitaires, pouvoir protéger les cultures sans recourir aux pesticides chimiques, un des grands enjeux et un des leviers que l'agroforesterie va permettre de retrouver justement par la biodiversité, par le contrôle des bioagresseurs. Il y a plein d'éléments qui justifient que l'agroforesterie, tous ces éléments qui contribuent à un bouquet de services écosystémiques, soient placés au cœur des politiques mondiales en faveur de l'agriculture. Le GIEC l'a reconnu, l'IPBES l'a reconnu, la FAO l'a mis aussi au cœur de son agenda, et c'est, je crois, des éléments qui justifient aujourd'hui qu'on change d'échelle. De la même façon que la FAO a appelé au scaling up de l'agroécologie dans le monde, je pense qu'il faut que nous appelions, au terme de ce congrès, à un scaling up de l'agroforesterie dans le monde, sinon on n'y arrivera pas.
L'INRA prendra toute sa place, juste à sa place, mais complètement. Je salue nos équipes, en particulier évidemment Christian Duprat, le co-organisateur du congrès, qui dès 1995 avait convaincu l'Institut de s'engager dans les recherches sur l'agroforesterie, avec ce fameux domaine de Ré-Saint-Clière qui a déjà été cité, 50 hectares, avec du coup un suivi long terme depuis plus de 20 ans, qui nous donne des éléments d'information très précieux. Et je vous invite à le visiter, même si je crois que le field trip qui est prévu, Christian, est déjà full up. Donc il faudra peut-être faire une deuxième rotation. Mais c'est, je crois, un très bel exemple de ce que la recherche peut faire, à la fois recherche scientifique fondamentale, mais aussi sur des unités expérimentales qui sont des endroits précieux pour pouvoir faire le transfert et pour pouvoir dialoguer avec les agriculteurs. On a lancé en France un plan de développement de l'agroforesterie qui est au cœur du projet agroécologique que porte le ministère de l'Agriculture. La FAO, je l'ai dit, s'en saisit. Il va falloir qu'on se batte au niveau européen pour que la politique agricole commune, la future politique agricole commune, reconnaisse l'agroforesterie et l'agroécologie dans les systèmes d'aide, parce qu'il faut qu'on place l'agroforesterie dans les politiques publiques, en Europe et dans le monde. Ça sera un des enjeux, un de nos combats. Ce congrès verra aussi, et j'en suis très heureux, la création de l'Association mondiale de l'agroforesterie. Je crois que c'est ce soir que vous en discutez. Donc ça, c'est aussi un élément que le congrès de Montpellier aura contribué à apporter. Donc pour tout ça, tout ce que vous avez fait avant, tout ce qu'on va discuter ensemble et tout ce qui reste à faire après, je tiens à vous féliciter et à vous remercier toutes et tous. Merci de votre attention. Thank you very much. And at this point, I'd like to introduce our illustrator and cartoonist who is going to be doing some fantastic sketches during the next couple of days. So Julien Revenue, and actually it's the same in English, Revenue, so you have a very, hopefully successful monetary surname. Julien is going to be drawing sketches and they're going to be projected on the screen, so we may be referring to them as we go. Now, as Monsieur Moga mentioned, the FAO, the Food and Agriculture Organization, has put agroforestry at the heart of its agenda. So it's my pleasure now to introduce our next speaker, Maria Helena Semedo, the Deputy Director General of the FAO. Thank you. Bonjour, good morning. Madame la ministre de l'économie forestière de la République du Congo, Rosalie Motondo, Madame la représentante du maire de Montpellier et vice-président, Mylène Focard, Monsieur le vice-président de la région Occitanie en charge de l'agriculture, Vincent Laberte, Monsieur le président de l'Université de Montpellier, Philippe Auger, Monsieur le président directeur de l'INRA, Philippe Mogan, mon cher ami, Monsieur le président directeur général du CIRAD, Michel Eddy, mon cher ami, Excellences, chers participants, chers amis, mesdames et messieurs. C'est un honneur de participer aujourd'hui à l'ouverture de ce 4e congrès mondial de l'agroforesterie, ici à Montpellier, qui constitue un pôle d'excellence mondiale en matière de recherche scientifique sur les questions de l'agriculture, foresterie, développement durable plus généralement, et aussi sur les questions de sécurité alimentaire et nutrition. Ces sujets sont particulièrement importants à un moment où l'alimentation et l'agriculture font face à une démographie galopante, avec une population mondiale en forte croissance qui fera bondir la demande en produits agricoles. La communauté internationale est unanime. Il y a urgence à repenser et transformer en profondeur les systèmes agricoles et alimentaires pour éliminer la faim et la malnutrition d'ici 2030 et atteindre la totalité des objectifs du développement durable. C'est ce qui fait ressortir le récent rapport de la FAO sur l'état de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde, qui constitue
la toute première évaluation globale du genre qui souligne l'importance de la diversité biologique pour garantir l'alimentation et une bonne nutrition de la population mondiale. Le rapport de l'IPBES, présenté à Paris il y a 2 semaines, tire également la sonnette d'alarme, tout en accentuant qu'il n'est pas trop tard à agir. Nous avons des solutions pour inverser les tendances. À ce titre, l'agroforesterie a un rôle clé à jouer dans la transition vers des systèmes alimentaires, agricoles et alimentaires durables. Mesdames et messieurs, permettez-moi de poursuivre en anglais. Agroforestry can help diversify and sustain production and provide vital social, environment, and economic benefit for land users and at all scales. It provides essential food and nutrition, supports livelihoods, and supplies fuel for cooking and other valuable ecosystem services. But agroforestry can contribute to the global fight against climate change, reducing emissions from deforestation and forest degradation, while contributing for sustainable rural development. Agroforestry also plays an important role in the conservation of biodiversity, as traditional agroforestry systems contain from 50 to 80% of the plant species diversity found in similar natural forests. FAO, recognizing all these advantages, promotes agroforestry systems. For instance, we are currently supporting Nepal to identify the best agroforestry models in land underutilized or abandoned to out-migration. In the drought-prone dry corridor of Central America, an agroforestry project in Guatemala and Honduras has increased productivity, improved soils and water conservation, and reduced greenhouse gas emissions. Beyond the technological and biological aspects of agroforestry systems, social and economic considerations are critical, underlying the significant role of policies and institutions in developing agroforestry. To do so, 4 elements are needed. First, land tenure rights are vital. Second, policies that determine how farmers obtain seeds, seedlings, and clones of a wide range of tree species are also crucial. There is a need to reinforce national tree seed systems. Third, policies should recognize agroforestry as an attractive option for boosting agriculture, rather than, for example, subsidizing artificial fertilizers to enhance staple crop yields. Finally, it is important to allow small farmers participation in markets for tree products, for creating a fair and open environment for business development. Ladies and gentlemen, allow me to highlight important opportunities to raise the profile of agroforestry. First, the United Nations Decade of Family Farming, to be launched next Monday at FAO headquarters in Rome, will focus on comprehensive economic, environment, and social policies to strengthen the position of family farmers. And I am confident that agroforestry will play a central role in these efforts. Then there is the UN Decade on Ecosystem Restoration, beginning in 2021, under FAO and UN Environment leadership. Agroforestry systems that provide permanent tree cover are valuable restoration options, especially where neither natural forest restoration nor full sun crops are viable. Finally, FAO, working
closely with partners, and I should emphasize the work we are doing with the French research institution. We have a very close cooperation together. We'll amplify efforts to promote and facilitate the adoption of good practices across all agriculture sectors that supports the conservation and sustainable use and management of biodiversity. Here, agroforestry systems will play an important role in fostering agroecological transitions. Ladies and gentlemen, pour conclure, je voudrais mentionner qu'aujourd'hui nous fêtons la Journée mondiale des abeilles et en profiter pour souligner le rôle que joue l'agroforesterie pour sauvegarder des pollinisateurs. Aujourd'hui, les abeilles et autres insectes pollinisateurs améliorent la production alimentaire de 2 milliards de petits agriculteurs dans le monde. Des chercheurs ont démontré que dans les petites exploitations agricoles diversifiées, une bonne gestion de la pollinisation permet à elle seule d'intensifier la production agricole de 24%. Preuve supplémentaire que l'agroforesterie doit être promue pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutrition de tous. L'agroforesterie n'est pas un no man's land entre la foresterie et l'agriculture. Elle doit bénéficier de politiques d'appui spécifiques. La FAO est prête à soutenir les efforts des États afin de garantir une réelle intégration de l'agroforesterie dans ces politiques agricoles afin de réaliser les objectifs du développement durable. Avec cette note, je vous souhaite plein succès dans vos délibérations. I wish you all successful deliberation. Thank you. Merci. Merci. And I see, Monsieur Rabat, welcome to the stage. So I might take our next two speakers and go back to you if you want to make an intervention. So thank you for joining us. In the meantime, if I can introduce our next speaker, Rosalie Matondo, who is the Minister of Forest Economics from the Republic of the Congo. Madame la directrice générale adjointe de la FAO, Madame la vice-présidente représentant Monsieur le maire de Montpellier, Messieurs les présidents directeurs généraux du CIRAD et de l'INRA, Messieurs les directeurs d'Agropolis et CIFOR, Mesdames et Messieurs, distingués participants, chers collègues chercheurs, la République du Congo, par ma personne, est heureuse de prendre part à ce 4e congrès mondial sur l'agroforesterie qui se tient sous le thème « Agroforesterie, renforcer les liens entre la science, la société et les politiques publiques ». Aussi, permettez-moi en cette circonstance solennelle de vous transmettre les salutations de la République du Congo, de son président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et du gouvernement de notre pays que je représente ici. Je suis particulièrement heureuse d'être ici. Comme vous le savez, Montpellier a longtemps écrit les lignes entre la coopération entre le Congo et la France, parce que nous avons tout le temps travaillé avec le CTFT dans le temps et actuellement le CIRAD. J'aimerais féliciter et remercier le gouvernement de la République française ainsi que tous les acteurs institutionnels impliqués d'avoir pris l'initiative de cette organisation et de nous avoir invités autour d'une thématique aussi cruciale qu'est l'agroforesterie, surtout en ces temps marqués par les effets liés au changement climatique et l'engagement pris par les pays pour la promotion d'un développement durable dans tous les secteurs d'activité, qui nous impose à tous de revisiter nos considérations vis-à-vis de l'utilisation optimale des terres. Distingués participants, Mesdames et Messieurs, en République du Congo, pays forestier à 65%, a une population estimée à 4 millions d'habitants seulement,
qui dans sa majorité dépend largement des ressources forestières pour vivre et se nourrir. Le renouvellement de la fertilité des sols dépend d'un système de culture vivrière itinérante sur brûlis, suivi de jachères longues. En plus, les besoins énergétiques des ménages sont satisfaits par la collecte de bois de feu ou l'utilisation en ville du charbon de bois. Faute d'investissements publics conséquents dans la production d'énergie alternative et renouvelable à grande échelle, cette dépendance au bois demeure essentielle dans plusieurs domaines d'activité. Ainsi, la filière bois-énergie couvre 90% des besoins des ménages, tout en constituant un secteur d'activité majeur en termes de sources de revenus pour les populations, mais également un facteur important de déforestation. Fort heureusement, à cause de la faible démographie, cette déforestation est encore faible et ne dépasse guère 17 000 hectares par an. La production agricole, quant à elle, est assurée par des ménages ruraux dans des systèmes très faiblement productifs, notamment les jardins de cases. Et uniquement 3% de nos terres arables sont valorisées. Dans un tel contexte, l'agroforesterie apparaît aujourd'hui comme une solution pour mettre en valeur l'agriculture des zones moins fertiles comme les savanes, tout en offrant une alternative au défrichement des forêts naturelles riches en biodiversité et en carbone, sans pour autant condamner la filière bois-énergie. Mesdames et messieurs, depuis près de 20 ans, la République du Congo a appliqué la gestion durable des forêts au travers de sa loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier, qui se traduit par la mise en œuvre de mesures, projets et processus au centre desquels se situe l'aménagement forestier, outil qui consacre l'organisation de la forêt de manière à ce qu'elle réponde à des objectifs multiples, à savoir la production du bois, la conservation de la biodiversité, la protection des milieux sensibles, la recherche et le développement communautaire. Entre autres, au nombre de projets et processus dont les activités concourent à l'atteinte des objectifs de développement durable et de gestion durable des forêts figure le Programme national d'afforestation et de reboisement pour un objectif d'1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières à but multiple, et le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation, la RED+, qui comprend la gestion durable, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone à travers le reboisement. Ici est de signaler que dans le cas du processus RED+, le Congo a élaboré un programme de réduction des émissions de carbone qui sera mené dans deux départements, à savoir la Sangha et la Likwala, dont l'objectif est d'atténuer les émissions de carbone, d'accentuer la gestion durable des paysages, d'améliorer et de diversifier les moyens de subsistance de communautés locales et de préserver la biodiversité. Pour ce programme, parmi les défis, nous pouvons affirmer l'engagement du gouvernement à promouvoir la relance des filières des palmeraies, de la cacaoculture, café et d'autres cultures, et en privilégiant une agriculture durable sans déforestation et en relançant les partenariats commerciaux avec d'autres pays. À cet effet, le projet de relance de la cacaoculture, développé en partenariat avec OLAM, la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques et financiers, se focalisera sur la recolonisation ou la restauration des jachères, des recrues forestiers ou des vieilles cacaoyères, et aussi le développement des plantations dans les zones de forêt dégradées. En outre, le Congo a présenté avec l'appui de la FAO un projet intitulé « Mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national du Congo dans le secteur d'utilisation des terres et de la forêt ». Pour solliciter les financements du Fonds vert climat, les objectifs visés sont, d'une part, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la forêt causées par l'agriculture sur brûlis et le bois énergie, et d'autre part, de diversifier les systèmes productifs pour engendrer les bénéfices économiques et sociaux aux populations locales et augmenter leur résilience au changement climatique. L'une des composantes de ce projet est le déploiement des systèmes agroforestiers, forestiers et agricoles durables
et l'autre le renforcement des structures nationales de financement agricole, des capacités d'affaires et des chaînes de valeur. Par ailleurs, la Commission des forêts d'Afrique centrale accorde une attention particulière au renforcement de la foresterie communautaire participative. C'est dans ce contexte que, sur la base des acquis et la collaboration des membres de partenariat des forêts du bassin du Congo, il a été élaboré un outil de gestion dénommé Feuille de route de Brazzaville pour une foresterie participative plus efficace en Afrique centrale. Cette feuille de route, dite feuille de route de Brazzaville, pour laquelle ma modeste personne a été désignée ambassadrice par les parties prenantes, propose des orientations pratiques pour mettre en place les conditions favorables au développement de la foresterie participative en général et à l'amélioration de son efficacité et son impact sur les populations en particulier. Comme nous pouvons le constater, les mesures, projets et processus évoqués consacrent une place de choix au développement de l'agroforesterie en s'appuyant sur les pratiques ancestrales. Dans cette optique, les pouvoirs publics s'emploient à ce jour à la réalisation de certaines actions, notamment l'amélioration des jardins de cases à travers un aménagement des dispositifs agroforestiers traditionnels pour renforcer les capacités des communautés, réduire la pénibilité de leur travail et leur assurer les revenus sûrs. La promotion des dispositifs associant les cultures vivrières sur les arbres, l'apiculture et la production des champignons. Enfin, l'élaboration et le déploiement d'une boîte à outils qui est un répertoire, un condensé d'activités génératrices de revenus envisageables dans le cadre de la mise en œuvre des micro-projets de développement communautaire à la périphérie des aires protégées et des concessions forestières. Chers collègues, mesdames et messieurs, les préconisations mentionnées ci-avant s'inscrivent dans un modèle agroforestier climato-intelligent et constituent un système de gestion des ressources contrôlé par les communautés villageoises où les arbres sont associés à l'activité agricole ou l'élevage sur une même parcelle de façon à ce que l'écosystème qui en résulte puisse ressembler à celui d'une forêt naturelle en termes de richesse spécifique, de structures végétales et de biomasse aérienne et racinaire. Ainsi, une cacaoculture climato-intelligente, par exemple, permet à la fois de lutter contre la pauvreté et de protéger l'environnement. En considération de ce qui précède et en ma qualité d'ambassadrice de la feuille de route de Brazzaville, je voudrais solennellement inviter les différentes parties prenantes ici présentes, engagées dans la promotion de l'agroforesterie, ceux dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale, d'accompagner la République du Congo dans la mise en œuvre des politiques et actions permettant l'amélioration des itinéraires agroforestiers, l'introduction de nouvelles variétés et le développement des chaînes de valeur destinées à faciliter l'accès au marché des produits issus des différents dispositifs agricoles et agroforestiers. Telles sont les attentes de la République du Congo vis-à-vis de la communauté scientifique internationale, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile ici réunies. Tout en vous souhaitant à tous un fructueux congrès, que vive la coopération internationale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. And I don't know if you saw there, Minister, but Julian was very nicely summing up some of the main points you made. So next speaker is Peter Menang from the International Centre for World Agroforestry. Madame la ministre, chers directeurs généraux, Madame la vice-présidente, représentante du maire, Monsieur le président de la région, distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, merci de m'avoir donné cette opportunité de partager un peu mes avis sur l'agroforesterie, surtout en Afrique, puisque je représente un peu le ministre éthiopien qui n'a pas pu assister à la séance. Le public français va me permettre de continuer un peu en anglais. Merci. Ladies and gentlemen, thank you so much. I would like to begin by acknowledging the
support that I speak for World Agroforestry Center and for C4, and to acknowledge my colleagues, Dr. Tony Simons, Dr. Ravi Prabhu, and Dr. Duguma for helping with the ideas on this presentation. Let me start with a proposition. I'd like to throw it out to you and to challenge you that Africa is really going to only achieve any resilient, climate-smart, and sustainable development if we build on agroforestry. If we don't, then I don't think we will move towards it. Why do I say that? Because Africa is endowed with massive traditional old agroforestry systems. From the Sahel, all of that belt, we have 25 million hectares of parkland agroforests. When you go towards the east to Ethiopia, you have the Gaudio agroforestry systems where coffee originated from. When you look at the chaga systems in Tanzania around Mount Kilimanjaro, you see a lot of potential. The chaga banana forest hosts actually in those agroforestry systems on average 52 species per hectare. That's a huge contribution to biodiversity. We are also in Africa hosting a lot of modern agroforestry systems, cocoa for example. 6 million hectares supplying 80% of the world's cocoa, just along Ghana, Cote d'Ivoire, Cameroon, and Nigeria. We also have growing systems. Cashew nuts has been growing over the last decades in Africa, and today, in the last 10 years, we've had 1.5 million hectares of cashew nuts planted in Africa. That means that this is a huge part, if you look at that coverage, and the livelihoods that this generates and this supports, there is a huge potential. So, the economies of Africa are largely dependent on agroforestry systems. I'll give you some examples. In 2015, 8 countries in Africa were classified as single tree commodity dependent economies. What does that mean? That means that 20% of their total exports are from one single commodity, and 50% of all agricultural exports depend on that, on that commodity coming from trees and agroforestry systems. 3 main commodities and agroforestry systems drive that. One is cocoa. Sao Tome and Principe, Cote d'Ivoire, and Ghana are single commodity dependent economies. Coffee drives 4 economies in Africa: Burundi, Ethiopia, Uganda, and Rwanda. Cashew nuts drives the economy of Guinea-Bissau. But what can this conference do for that? We need, as researchers and knowledge generators, to develop the support and the knowledge that is required for solving a lot of the problems and enhancing this potential. What are those things that we might need to focus on in the conference and to support that? Shea butter systems in the Sahel are going down, simply because the demand in the cosmetic industry is growing by about 7% a year, and we are not growing the same commodities in the systems. On the contrary, natural harvest is surpassing the growing of shea butter plantations. We have a big problem now in Ghana and Cote d'Ivoire and in the cocoa belt of the cocoa swollen shoot virus disease. It's decimating millions of hectares of cocoa in these countries. What are we doing about that? What can science bring to it? The World Agroforestry Center has been working on agroecological approaches to resolving these problems. Coffee, all of the climate models show that coffee is at risk and may not survive in these economies over the next 30 years. What can we contribute to that? We have a lot of externalities coming from heavy use of pesticides in the cocoa coffee systems in particular, but also other commodity crops. To the extent that, as the director of FAO said, pollinators in these systems are being impacted hugely in these systems.
But there is a bigger problem economically. Even though Ghana, Nigeria, Cameroon, and Cote d'Ivoire produce 80% of the world's cocoa, they only capture, in essence, less than 12% of the total value of the global chocolate industry. And therefore, all our innovations need to look at how can we help cocoa transform and innovate so that these countries can, and the poor farmers, largely smallholder farmers, can capture parts of this market and the value and help reduce poverty. We have seen internationally the drive for sustainable production of these agroforestry commodities. Agroforests provide the biggest potential, but there are challenges with how these expansions that I talked about linked to deforestation. The Minister for Congo, Republic of Congo mentioned that. And we also have a lot that science hasn't looked into. We did a recent study for TIB Agri. At the same time at which African coffee production and market value and market share was going down, Vietnam succeeded in 30 years to increase their market share from 2% to 2% of the total market value of coffee. The question is, what is Africa not doing right? What is Vietnam doing right? We need, as researchers and policies, to support policies, to understand that part of the spectrum. How are they addressing incentives? What are the policies that are being put in place? And it's important to note that Vietnam has also not only been to produce more, but to also transform and market more. So there is a huge challenge for those of us working in Africa, those of us, we do want to challenge you and do propose to you that we need to, as we move Montpellier, I don't know, next, we are really able to support and help make these challenges so that in the end we might have a situation where, you know, Africa is able to grow and be resilient, looking at these coffee systems and the parkland systems that are there since the 1800s, studied widely, you know, that they are able to get more value and they can help Africa get out of poverty. I'd like to thank you very much and challenge you in that respect, that we would really need to generate the knowledge and the science that supports that. Thank you very much. Very good. Thank you very much, Dr. Minang. I think you'll see Julian has summed up very well, I think, you know, what needs to be done and very much outlining the challenges yourself that you have said just there. Now, I know we're running into your coffee break, which is a terrible thing to do, but I promise you will have the full coffee break once we are finished with our plenary session. And I'd just like to invite to say a brief words, Vincent Labarthe, the Vice President in charge of Agriculture, the Occitanie region, and he's representing Carol Delga, President of the Occitanie region. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en Occitanie, dans cette belle région qui vous a été présentée. Je m'excuse du retard. Je suis à 4 heures de route parce que notre région est grande, presque aussi grande que le Congo. Nous représentons à peu près 11% du territoire national, comptons 6 millions d'habitants et 13 départements suivant des découpages franco-français. Mais nous avons la chance ici d'avoir une agriculture et une qui est bien développée. Une agriculture et une qui représente, pour ce qui est de l'agriculture, 48% de ce territoire régional. Le territoire régional, c'est 72 700 km², donc une surface importante. 48% sont couverts par l'agriculture et 43% sont couverts par la forêt. Donc vous comprenez que les sujets dont nous discutons aujourd'hui sont pour nous d'une importance capitale. Mais si on regarde plus près dans quel monde nous vivons d'un point de vue géographique, d'un point de vue climatique et ce qui nous attend à l'avenir, nous voyons que notre région est constituée à partir de 2 massifs, donc le massif et le massif central, relativement boisés, sur lesquels se pratique une agriculture d'élevage. Et la caractéristique de cette région d'un point de vue agricole, c'est que nous avons plus de 85
de nos surfaces agricoles dans des zones dites, c'est-à-dire des zones qui ont des terres plus profondes, qui sont pentues et qui avec Roquefort, qui est le premier signe officiel de qualité que nous ayons obtenu. Et aujourd'hui, la région Occitanie est la première région du monde en production sous signe de qualité, puisque nous comptons 250 signes de qualité, quand l'Europe elle entière en compte 1300. Donc vous voyez la place que nous occupons et l'attachement que nous avons à cette forme d'agriculture qui se veut plus vertueuse qu'ailleurs et qui se veut surtout adossée à des cahiers des charges qui, pour la plupart, respectent avant tout le sol. Malgré tout, l'agriculture dans l'avenir et les signes de qualité dans l'avenir devront se redéfinir suivant les attentes des consommateurs telles qu'elles sont définies ces jours-ci et on voit tous les débats qui vont avec. C'est la raison pour laquelle la politique agricole de la région se tourne d'une part vers le bio. Nous sommes la première région bio française. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui sont convertis, plus de 16% des surfaces qui sont converties, et la dynamique se poursuit. Mais nous savons que l'agriculture biologique ne sera pas la seule réponse aux questions et aux attentes des consommateurs, et également évidemment de nos producteurs. C'est la raison pour laquelle nous prenons plusieurs formes d'agriculture. D'abord, une agriculture de conservation des sols qui vise effectivement à éviter au maximum le labour principalement, mais aussi d'autres techniques. Et nous avons une forme de soutien à l'agroforesterie qui vous rassemble aujourd'hui et qui est pour nous importante par rapport aux enjeux climatiques, puisque cette région sera probablement la plus exposée au réchauffement climatique de la métropole française. Et on le voit ici, jusqu'un peu plus haut dans l'Aveyron, on en mesure d'ores et déjà les premiers effets. Il est donc urgent de réagir et nous essaierons de le faire en portant, à travers les innovations que nous sommes en train de construire, en portant les politiques que je vous ai indiquées. Au-delà de l'aspect consommateur et de ses attentes, je crois vraiment qu'il faut qu'ensemble on puisse considérer la notion qui entoure les métiers de l'agriculture et de la forêt, à savoir la production de biens publics. D'une manière générale, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques comme vous allez être amené à le faire pendant votre congrès, mais je crois véritablement que cette production de biens publics, elle doit être aujourd'hui au-delà de l'aspect rémunératrice, mais elle doit être dans l'esprit de tous les agriculteurs et de tous les producteurs forestiers de cette région. Parce qu'ils vont servir ces biens publics dans la transversalité, les intérêts des citoyens qui vivent dans des milieux beaucoup plus urbanisés, comme ici à Montpellier. Ils vont servir aussi des vocations économiques, comme le tourisme, en pouvant conserver des paysages ouverts, des endroits où est-ce qu'on peut peut-être mieux respirer qu'ailleurs, et on le voit sur la qualité de l'air sur notre région. Hein. Les concentrations de population amènent généralement à une qualité d'air qui reste médiocre. Donc tout ça fait que nous devons avoir une considération particulière pour ces enjeux au moment où je vous parle. Je ne vais pas être beaucoup plus long, hein. Je voulais simplement vous affirmer combien nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir ici sur notre région pour les travaux que vous menez qui nous intéressent au plus haut point. Et Christian Dupraz, qui est d'ailleurs un collègue élu à la région, portera, j'en suis sûr, la voix de l'agroforesterie, comme il a déjà su le faire. Mais le fait que tu puisses, Christian, réunir ici ce congrès nous touche particulièrement et j'espère que vous avez saisi les enjeux que nous pointons et la volonté que nous mettrons à développer
autour de l'agriculture, hein, une nouvelle forme qui nous permette de pouvoir assurer à nos enfants un avenir meilleur de par justement les qualités que j'ai citées auparavant. Merci à toutes et à tous et très bon congrès. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Labas. And that brings us to our final two speakers for this segment, the current and former chairs of the World Agroforestry Congresses. So first now to Christian Duprat from INRA and the chair of the 4th World Agroforestry Congress Scientific Committee. Merci beaucoup. Madame la ministre, Madame la directrice générale adjointe, chers collègues présidents et vice-présidents de nos collectivités et de nos instituts, ce moment, je ne l'en aurais jamais rêvé il y a 25 ans quand nous avons commencé nos recherches en agroforesterie et je peux vous dire qu'il est extrêmement puissant. Nous allons donc passer un petit peu à la dimension scientifique du sujet qui va nous occuper pendant ces 3 jours, ces 5 jours avec les tournées de terrain auxquelles je vous sais nombreux à avoir adhéré. Et donc, je vais vous faire un rapide panorama de ce congrès et des attentes qu'on peut en avoir. D'où venons-nous? Nous venons d'un monde où l'agriculture s'est spécialisée et où l'occupation de l'espace s'est intensifiée avec un mot d'ordre qui était la ségrégation. Vous avez soit de l'agriculture, soit des forêts, soit des parcs nationaux, soit des centrales pour collecter l'énergie, etc. Mais le modèle qu'on nous a inculqué, qu'on nous a promu pendant ces 50 dernières années, il ressemble à ça, quelque chose de très maîtrisé, de très intensifié. Mais est-ce que c'est vraiment le modèle de l'avenir? Alors, dans cette salle, nous sommes nombreux à penser que quelques arbres pourraient aider la situation. Voyons voir ce qu'il doit bien en être. Il y a 5 ans, nous nous retrouvions à New Delhi et je salue mon suivant qui va vous faire le bilan de ce qui s'est passé en Inde depuis il y a 5 ans. Nous étions à New Delhi et quelqu'un d'important qui est dans la salle, que j'apprécie beaucoup, PKNR, a un petit peu créé la polémique en disant « mais il n'y a rien de nouveau dans tout ce qu'on nous raconte dans ce congrès ». Alors évidemment, c'était une provocation gentille qui nous a permis de mieux réfléchir. Mais c'est vrai qu'on peut parfois se poser la question de est-ce qu'il se passe des choses nouvelles dans notre domaine? Est-ce que ces congrès marquent vraiment des avancées scientifiques? Il y a encore parmi nous, et j'en suis parfois victime, des gens qui sont trop sensibles à la recherche d'une solution miracle à tous les problèmes de l'agriculture contemporaine et du monde. L'agroforesterie ne sera pas cette panacée, mais elle peut y contribuer. Donc, sachons rester réalistes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? On a un nouveau logo, j'espère que vous l'appréciez. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses. Et ça-ci, ce sont des logos de projets, d'associations, de mouvements sur l'agroforesterie qui sont apparus. Et vous voyez que la créativité est relativement limitée. On reste dans les tons verts, normal, et que très peu de logos ont l'humain au cœur du logo. J'en ai trouvé un qui m'a paru assez sympathique. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014? Depuis 2014, si on fait le bilan et qu'on compare le programme de 2014, le programme d'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions. L'ICRAF a changé de nom, première évolution, mais ce n'est pas un changement anodin. World Agroforestry, l'agroforesterie pour le monde. Et puis, depuis, il y a eu beaucoup plus de travail sur le changement climatique, on parle beaucoup plus du carbone, des sols, l'initiative 4 pour 1000. Des réglementations agroforestières sont apparues dans de nombreux pays, y compris la France, où nous avons un plan national de développement de l'agroforesterie. Et puis, l'agroforesterie est maintenant reconnue dans des traités internationaux très importants. J'ai une référence sur l'écran. Mais les expériences de terrain, est-ce qu'on continue à produire de la science, de la qualité des données? Oui. Et certains tentent des expériences. Alors, je vous en présente une. C'est une expérience que je conduis. On essaye de simuler le changement climatique en vrai, en réduisant la pluie dans des vraies parcelles agroforestières avec des grands arbres. Ce n'est pas facile. Et voilà ce qui nous arrive. Vous avez bien vu? Bon. Le climat est toujours plus puissant et nos expériences sont très compliquées à mener.
Et ça, c'est vrai dans tous vos domaines, surtout quand on travaille en agroforesterie où la durée est difficile. On travaille sur des termes lointains, sur des dizaines et des dizaines d'années. Alors, d'où venons-nous? Je vous l'ai dit, on est les héritiers d'un mouvement de simplification de l'agriculture qui a duré depuis les années 50, en gros. Est-ce que le futur ne serait pas plutôt complexifier les choses pour qu'elles soient plus efficaces? C'est ce diagramme connu qui l'illustre bien. On est parti de la forêt, on est allé vers l'agriculture intensive. Va-t-on retourner vers une forme de forêt plus durable? Un agriculteur avec qui je discutais récemment me disait finalement l'agriculture intensive, ça n'aura été qu'une parenthèse courte, peut-être un siècle, entre 50 et 100 ans, jusqu'à ce qu'on ait épuisé le pétrole et que là, il faudra bien qu'on ait une agriculture complètement différente. Alors, est-ce que le mélange ne pourrait pas être le futur paradigme de nos recherches, de nos travaux, de nos résultats? L'agroforesterie est ce mélange que vous connaissez tous, arbres, cultures et animaux. Mais on développe aujourd'hui d'autres solutions, comme l'agrivoltaïsme, mélange de panneaux photovoltaïques et de cultures ou d'animaux. Et pourquoi pas avoir d'autres choses, et j'illustre par quelques images ces concepts de la mixité des usages. Ici, un abri à palabres qui produit du fourrage, ici une autoroute qui produit de l'électricité, ici une plantation sylvopastorale qui produit du confort. Donc, vous avez ici l'idée même que les usages mixtes peuvent être l'avenir, mais que ce n'est pas si simple. Quand nous avons planté nos premiers arbres à Restinclière, vous pourrez visiter ça dans quelques jours, les réactions ont été assez négatives. Est-ce qu'on plaisante? On a eu des pronostics très clairs. Les arbres vont tuer les cultures vont tuer les arbres. Qu'est-ce qui est vrai? C'est que 25 ans plus tard, nous cherchons toujours des interactions négatives. Et les nombreux stagiaires qui ont travaillé avec nous sont souvent repartis désespérés parce qu'ils n'avaient pas mis en évidence d'effets négatifs des arbres sur les cultures ou des cultures sur les arbres. Donc, on travaille. Un autre thème important, et je crois que c'est très intéressant de le voir aujourd'hui, c'est que l'agroforesterie a été un sujet très traditionnel dans les pays tropicaux, beaucoup plus oublié dans les pays tempérés, mais aujourd'hui, dans cette salle, j'ai fait une statistique, nous sommes à égalité. Autant de représentants des pays tropicaux que de représentants des pays tempérés. Et ça, c'est une évolution majeure qui montre que le sujet a pris une grande force. Alors évidemment, on dit toujours que les systèmes agroforestiers sont très simplifiés dans les zones tempérées, fortement développées. Mais voilà un exemple. Non, ce n'est pas en Europe, c'est au Kenya. Et au Kenya, on trouve aussi des systèmes agroforestiers simplifiés, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et puis on dit que les systèmes complexes agroforestiers, très plurispécifiques, sont typiques des zones tropicales. Eh bien non, les images que vous avez à l'écran viennent de France. C'est une exploitation que vous pourrez visiter jeudi dans le cadre de nos tournées. Donc les choses sont moins claires, les choses évoluent, les convergences apparaissent et les échanges deviennent de plus en plus intéressants. Alors, du point de vue de la science, est-ce qu'il s'est passé des choses nouvelles depuis 5 ans? Oui, beaucoup. Beaucoup, et je donnerai juste un exemple parce que mon temps est très compté, notamment sur ce qui est Climate Smart Agriculture, Climate Smart Forestry, Climate Smart Agroforestry. On a de nouvelles hypothèses qui n'étaient pas là il y a 5 ans. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste parce que vous fixez du carbone que vous êtes un contributeur efficace à l'atténuation du changement climatique. On sait qu'il faut balancer ça avec les changements d'albédo, avec les changements d'effets d'aérosols produits par les plantes, avec les effets de substitution des produits par les plantes que vous cultivez. Et tout cela change les perspectives. Et aujourd'hui, on est inquiet sur la capacité des forêts à être ce puits de carbone à long terme pour nous aider. Mais par contre, on sait que les systèmes agroforestiers, eux, sont des puits de carbone et des médiateurs efficaces pour atténuer le changement climatique. Et tout ça n'existait pas il y a 5 ans. Donc tout évolue. Et nous avons 2 grosses sessions consacrées au changement climatique dans ce congrès. Je vous invite à y aller. Il y a beaucoup de débats, de controverses. Et ce type de congrès est là pour les faire avancer. Et je vous en cite quelques-unes qui, en Europe, sont importantes, en France en particulier. Est-ce que l'agroforesterie doit être une agriculture biologique? Est-ce que l'agroforesterie doit renoncer au labour? Est-ce que l'agroforesterie doit utiliser le semi-direct? En bref, est-ce que c'est une agriculture de conservation
Moi, je dis que c'est une agriculture de conversation. Il faut en discuter beaucoup. Alors, les évolutions scientifiques sont difficiles à cerner, mais il y a une tendance forte depuis 5 ans, ce sont les méta-analyses. On essaye de tirer des enseignements généraux de tout un ensemble d'études spécifiques. C'est une tendance très forte. Je dirais que pour les avoir étudiées rapidement, les bases restent faibles pour faire des analyses, des méta-analyses. Donc on a besoin de travaux de terrain, on a besoin d'avoir plus de données, et je vous encourage à aller dans ce sens-là. Un aspect très important, les résultats dits négatifs. L'agroforesterie n'a pas d'effet sur ci, pas d'effet sur cela, on espérait cela et on ne l'a pas, sont très importants. Alors je me permets de faire un focus au hasard sur un poster du Congrès, un poster par Camille Dervilly, qui reconnaît dans son titre qu'elle n'a pas mis en évidence les effets intéressants attendus d'un système agroforestier. Voilà des résultats que je pense essentiels, car on apprend autant de résultats négatifs que de résultats positifs. Ce sont toujours des résultats scientifiques. Donc nous avons besoin de bonne science. Je mets ici une référence d'un livre qui m'a beaucoup accompagné, mais la bonne science permet de prédire les résultats négatifs et je vous invite à ne pas les éviter. Un nuage de mots qui décrit un état de l'art sur l'agroforesterie et la modélisation, car la modélisation est une manière très importante d'extrapoler, de généraliser. Il y a très peu de modèles biophysiques agroforestiers aujourd'hui dans le monde. J'en ai cité quelques-uns, désolé pour ceux qui manquent, mais je ne crois pas qu'il en manque beaucoup. Il y a encore moins de modèles bioéconomiques, et donc c'est vraiment des axes très importants de manière à pouvoir généraliser nos résultats. On a toujours des erreurs de conception, et je suis toujours un petit peu énervé quand j'entends ou je lis dans des publications que l'agroforesterie est un moyen de diversifier les productions. Je suis désolé, mais l'assolement, la rotation des cultures, permettent aussi de diversifier les produits d'une exploitation. L'agroforesterie ne le permet pas forcément, sauf si elle permet des cultures impossibles en culture pure. Donc, je pense qu'il faut faire attention à bien garder les bonnes hypothèses et à ne pas s'engager dans des erreurs. On a aussi des échecs en agroforesterie, je ne les ai pas listés, mais je crois qu'il est très important d'analyser les échecs et de bien comprendre pourquoi ça fonctionne ou ne fonctionne pas dans certains cas. Et puis on a le BG problem. Et je remercie Patrick Worms qui est quelque part dans la salle pour l'avoir évoqué. BG, c'est Before Google. Il y a un oubli généralisé de tout ce qui a été fait avant les années 90. Et ça vous conduit à refaire des expériences qui ont déjà été faites. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Et donc, je donne un exemple d'un livre qui m'a été communiqué par un ami italien, Giustino, qui est dans la salle, un livre sur les brise-vents qui date de 1958, grande année, année de ma naissance. Déjà en 1958, on savait énormément des choses que l'on redécouvre aujourd'hui. Donc, allez retourner dans les bibliothèques, il n'y a pas que Google dans la vie. Et puis, il faut bien savoir reconnaître les erreurs, les difficultés. Et pour nos pays tempérés, pourquoi les agriculteurs ont-ils autant de difficultés à adopter ces systèmes alors qu'on les y incite? Pourquoi dans les pays tropicaux, les agriculteurs ont si facilement tendance également à y renoncer? Donc c'est vraiment des questions essentielles. Et probablement la meilleure réponse qu'on peut collectivement y apporter, c'est de dire qu'on peut gagner de l'argent avec l'agroforesterie. Et ça, c'est un slogan que beaucoup d'entre vous commencent à utiliser et à essayer d'analyser finement. Et nous avons une idée en France, c'est que les arbres devraient être considérés comme des moyens de production de l'agriculteur, donc ne pas être imposés, par exemple. Et un agriculteur pourrait décrire son exploitation en disant « je suis fier, j'ai 100 hectares, 3 tracteurs et 2000 arbres ». Et là, ce jour-là, on aura gagné. Donc on retrouve des pratiques très traditionnelles. Par exemple, en Europe, on revient sur les arbres têtards, qui sont des arbres extrêmement efficaces associés à la production agricole, mais qui avaient été un peu ignorés. Et depuis 5 ans, de nombreux livres sont apparus, donc les choses progressent, et je vous invite évidemment à en produire d'autres dans les années qui viennent. Deux pensées pour conclure, deux pensées que j'ai retrouvées dans des débats sur Internet, et que je vous lis en anglais. It would be nice to be able to report that agroforestry's ecological benefits always led to economic benefits, but the truth is that many agroforestry projects fail
when subsidies are withdrawn. And la deuxième pensée est, we researchers perhaps cry about benefits of agroforestry only to satisfy our academic necessities. Le programme, vous l'avez, 330 communications orales, 600 posters, à vous de chercher les pépites, à vous de mettre en cause les auteurs, d'aller les voir, de leur envoyer toute votre sympathie. Soyez en action, appréciez et osez. Merci à vous. Merci. Very good. Merci beaucoup. Love that final slide. Okay, so that brings us to our final speaker of this opening morning session. My great pleasure now to welcome Virendra Pal Singh, the chair of the Third World Agroforestry Congress, which was held in 2014 in New Delhi in India. Dignitaries on the dais, Mayor of Montpellier Town, President of the University of Montpellier, Vice President in charge of Agriculture, Occitanie region, President and Managing Director CIRAD, President and Managing Director of INRA, DDG FAO, Honorable Minister from Republic of Congo, Peter Menang, on behalf of the Minister, Dr. Christian Dopraz, who is the chairman of the scientific committee of this Congress. Ladies and gentlemen, a very good and pleasant morning to you all. At the outset, I would like to thank the organizers and the hosting institutions of this wonderful as well as stressful 4th World Congress on Agroforestry. Successful because I can see 1,200 participants from 72 countries, and stressful from my experience of organizing the 3rd World Agroforestry Congress in New Delhi. With sympathy and goodwill, I congratulate the organizers and for such a grand event organized in this beautiful town of Montpellier. The Congress is always a delight to the participants, so I hope each one of us will enjoy the next few days being among the global agroforestry camaraderie in this town. I would like to draw your attention on 2 aspects only. One is the progress that has been made since the 3rd World Agroforestry Congress held 4 years ago in India. In India, coincidentally, the National Agroforestry Policy was also launched on the same day, opening of the 3rd World Agroforestry Congress. Since then, 2 missions, one on agroforestry and one on bamboo at the national level, have been launched in India, worth about $350 million support from the government. The relaxations on the rules of felling and transit regulations on trees have been relaxed in 26 out of 28 states in the country. Bamboo has been deleted from the list of timber, making it a freely grown commodity in the country on the farms. More than 1 million hectares new agricultural lands have been planted with agroforestry trees in last 4 years. Over 3,000 new sawmills, because of the relaxation of the rules and regulations, have been established in the country as of today, in last 4 years. And a couple of states in the country are developing their own policies on agroforestry. That is in progress in the nation. My colleague, Mr. R.V. Sinha, who is present in the audience, will give you more details on the policy and its impact on his presentation day after tomorrow. But I would like to share with you today the focused attention of the government on a single tree species called Azadirachta indica, a neem. Neem tree in the country, which has brought hugely the economic, social, and environmental development in the country. Neem, as many of you know, is a tropical country.
It is found in Africa, Asia, South America, as well as in Caribbean. It has various uses, and it contains primarily melicin, nimbin, and selenin, the three chemicals which have various antibiotic, antiseptic, pesticidal, phytonutritional, and denitrification inhibition properties. Denitrification inhibition in the soil improves nitrogen use efficiency, the savings the nitrogen fertilizer use, as well as stopping the formation and escape of nitrous oxide from the soil. Nitrous oxide, we know, is much more dangerous than methane in the air. There are various other uses of neem, and in India as well as abroad, we find a lot of products like shampoo, hair oil, lotions, and so on being produced out of neem oil. So in 2015, Government of India, using the denitrification inhibition quality of neem oil, have legislated that all urea in the country will be produced after coating with the neem oil. As of today, we need 31 million tons of urea to be used in Indian agriculture, out of which 22.8 million tons is produced locally and about 8 million tons is imported from outside. All urea as of now is worth about $8.57 billion in the country, and all of that is now produced as neem-coated urea as of now. To coat this urea, which is about 30 million tons, we need 365,000 tons of neem seed or 24,000 tons of neem oil. Practically what it means is that to produce that much of neem oil, we need 24 million trees of neem, which are mature trees, or about 48 to 50 million younger neem trees to produce so much of neem oil. India is producing enough, but we are also importing certain neem extracts, neem oil, and even neem leaf extracts from abroad. The neem oil industry alone is about $120 million a year. Now, this neem seed is produced in a very, very short window between May and June, and most of the ladies collect neem seed. They collect it, they aggregate, they store and sell in the market, and it provides them 45 days of employment on a daily basis in the 45 days lean month period of May and June. The neem is also supported by the agroforestry mission in the country, that farmers can grow, they can harvest, they can sell it as they wish. A recent study by the UNDP and by my own group last year in 2018 shows that neem seed industry alone creates employment for women of 72,000 person days in a 45-day period during May and June. The same number of employment increases to double when we consider the neem oil need in other neem-based products. There is a 10% net increase in the efficiency of nitrogen, and that means that farmers will be using less 10% urea in their fields, and that saving basically means about $570 to $850 million worth of savings in the fertilizers. To simplify, so that farmers, because farmers in India apply fertilizer by the number of bags, the urea as of today is packed in 45 kilo bags instead of 50 kilo bags packed in previous years. In addition to that, when we extract the neem oil, we have 300 to 350 tons of neem cake, which can be used as fertilizer as well as pesticides, and that is being used in the country. So with this single tree focus, neem, as I was saying earlier,
has created a very large amount of savings to the country just by 10% saving in nitrogen use because of neem coating of the urea. Employment to the women, 72,000 person days for the women only in 45 days window period. You can imagine if the 10% saving in the country and coating urea with the neem oil in India is making a huge impact. If urea was coated with the neem oil all over the world, what kind of impact it would have on the economy, and what would it have impact in terms of planting neem trees on the landscape, in agricultural lands, in revenue lands, in common lands, and even in the government-owned lands, and so on. So what I wanted to show is that agroforestry has huge potential for social, economic, as well as environmental development. You imagine that India has 140 million hectares in agricultural production systems, and if we have 10% saving in the nitrogen use and a stoppage of denitrification and escape of the nitrous oxide from that soil, how much environmental benefit we are getting from a single intervention. There are also programs in the country which are focused now, and we have a couple of other species where efforts are ongoing to promote the production, utilization, and inclusive growth model for these kind of special focuses in the country. I would like to conclude by saying that agroforestry has a huge potential. It needs the support from the policy, and the DDG from FAO mentioned in their speech a couple of times. And it needs also linking the industry with the rural development, not only producing something, and this cannot be used or sold in the market and so on. So in short, with these words, I would like to conclude that the neem model in India provides a replicable template for such efforts on other high-value, economically important tree species in other agricultural-based economies in the global systems. Thank you very much for your attention, please. Thank you very much.